1e lecture. Elle a lieu en général chaque premier vendredi du mois. Notre compagnie est voisine puisque le siège social est aux Ormes-sur-Bouilly. Et donc, nous avons à cœur de faire, grâce au partenariat avec l'association Patrimoine et Culture Embassée, sans ce partenariat, ce que nous faisons là n'existerait pas. Et notre fierté, c'est d'aller de village en village, et on commence là finalement à accroître notre périmètre, puisque nous sommes allés à Grisi, à Villeneuve-sa-Petite, à Hermé, et maintenant à Saint-Sauveur, et nous ne désespérons pas de faire les 41 autres communes de la Bassée-Montois. La fin du siècle de Louis XIV et au début du siècle des Lumières, où tout le monde veut philosopher, tout le monde veut avoir accès aux sciences, les hommes seulement, pardon, les femmes, non. Mais c'est une grande, j'allais dire, quasiment révolution dans cette période-là. Alors, Émilie du Châtelet, elle est née le 17 décembre 1706. Son père est le duc de Breteuil. Il est conseiller à la cour du roi. Il est de la noblesse de robe. C'est une famille fortunée. Ils habitent à un hôtel particulier qui donne sur le jardin des Tuileries et qui est adossé à la rue Saint-Honoré. Ce père a des ambitions pour ses enfants et il leur donne une éducation extraordinaire. Par chance, Émilie a droit au même enseignement que ses frères. C'est-à-dire qu'à 12 ans, elle sait lire le latin, le grec, l'allemand et l'anglais, mais aussi le parler et l'écrire, pas seulement lire. Donc c'est une éducation extraordinaire, en plus un peu de mathématiques, un peu de sciences. Mais la partie scientifique est peut-être un petit peu négligée. On a surtout assuré les langues. À 19 ans, on la marie. Elle épouse le marquis du Châtelet, qui a, lui, 28 ans. C'est un mariage convenu, parce que à cette époque-ci, ça se faisait, on mariait les enfants très jeunes, et donc elle ne connaît absolument pas l'homme qu'elle va épouser. En effet, son mari se rend compte de la supériorité intellectuelle de sa femme. Et très vite, elle se rend compte qu'elle ne tiendra pas très longtemps à ce mur en Auxois, et avec son mari, ils décident de vivre séparément. Et elle retourne vivre à Paris. Elle veut absolument apprendre la géométrie, l'algèbre, les sciences en général. Mais les femmes sont interdites à l'université. Elle n'a donc aucun espoir d'entrer à l'université. Alors elle détourne le problème, elle contacte des professeurs éminents, dont Maupertuis, qui est à l'Académie des sciences, qui vient lui donner des cours, et au passage, il devient son amant. Elle commence donc une vie un petit peu plus libre, beaucoup plus libre. Donc elle reste à Paris, elle fréquente les salons, mais elle se plonge dans l'étude. J'ajoute timidement que dans la haute société, il était courant que hommes et femmes aient des maîtresses ou des amants. Ça ne choquait personne. Dans cette année 1733, elle rencontre Voltaire, qu'elle avait déjà vu dans un salon, et lui aussi est un passionné de Newton. Donc la conversation s'engage très facilement autour de Newton. Voltaire est un homme déjà très connu. C'est un auteur confirmé, un poète reconnu et surtout, ce qu'on sait beaucoup moins, un homme d'affaires avisé. Et Voltaire vient de publier les Lettres philosophiques, dans lesquelles il critique assez violemment le pouvoir royal.
il est menacé d'être emprisonné, comme il l'a déjà été, et Émilie se rappelle que son mari possède un château à Ciré-sur-Blaise et lui demande de le mettre à disposition de Voltaire, ce qui est accordé. Non, pardon. Ce château se trouve en France, aux portes du duché de Lorraine. Le duché de Lorraine n'est pas en France. Il sera rattaché à la France après le décès de Stanislas les Inscrits. Et la situation de ce château permettrait à Voltaire, si on devait l'arrêter, de fuir très rapidement dans ce duché de Lorraine. Ensemble, ils passeront donc à Ciré une bonne dizaine d'années consacrées à l'étude, au théâtre et à l'amour, bien sûr. Elle est sûrement plus intelligente en matière scientifique que Voltaire. Ils se critiquaient mutuellement afin d'améliorer la qualité de leurs travaux et de leurs publications. Mais vers 1740, la passion tiédit. Voltaire, qui est un peu pigeon voyageur, rêve d'autres horizons. Il est appelé par le roi Frédéric II de Prusse et il se rend à plusieurs reprises à Potsdam, s'y attarde et laisse Émilie sans nouvelles. C'est dans ces circonstances qu'Émilie écrit le discours sur le bonheur, constitué entre 1746 et 1747. Voilà le discours sur le bonheur qui s'avance. C'est une femme d'un autre siècle, mais d'une grande modernité. Discours sur le bonheur. On croit communément qu'il est difficile d'être heureux. Et on n'a que trop de raisons de le croire. Mais il serait plus aisé de le devenir si chez les hommes les réflexions et le plan de conduite en précédaient les actions. Il faut, pour être heureux, s'être défait des préjugés, être vertueux, se bien porter, avoir des goûts et des passions, être susceptible d'illusions, car nous devons la plupart de nos plaisirs à l'illusion. Et malheureux est celui qui la perd. Loin donc de chercher à la faire disparaître par le flambeau de la raison, tâchons d'épaissir le vernis qu'elle met sur la plupart des objets. Il leur est encore plus nécessaire que ne le sont à nos corps les soins et la parure. Il faut commencer par se bien dire à soi-même et par se bien convaincre que nous n'avons rien à faire dans ce monde qu'à nous y procurer des sensations et des sentiments agréables. Mais il faut remarquer que les malheureux sont connus parce qu'ils ont besoin des autres, qu'ils aiment à raconter leurs malheurs, qu'ils y cherchent des remèdes et du soulagement. Les gens heureux ne cherchent rien et ne vont point avertir les autres de leur bonheur. Les malheureux sont intéressants, les gens heureux sont inconnus. Voilà pourquoi lorsque deux amants sont raccommodés, lorsque leur jalousie est finie, lorsque les obstacles qui les séparaient sont surmontés, ils ne sont plus propres au théâtre. La pièce est finie pour les spectateurs et la scène de Renaud et d'Armide n'intéresserait pas autant qu'elle fait si le spectateur ne s'attendait pas que l'amour de Renaud est l'effet d'un enchantement qui doit se dissiper et que la passion qu'Armide fait voir dans cette scène rendra son malheur plus intéressant. Ce sont les mêmes ressorts qui agissent sur notre âme pour l'émouvoir aux représentations théâtrales et dans les événements de la vie. On connaît donc bien plus l'amour par les malheurs qu'il cause que par le bonheur souvent obscur qu'il répand sur la vie des hommes. Mais supposons pour un moment que les passions fassent plus de malheureux que d'heureux. Je dis qu'elles seraient encore à désirer, parce que c'est la condition sans laquelle on ne peut avoir de grands plaisirs. Or, ce n'est pas la peine de vivre que pour avoir des sensations et des sentiments agréables. Et plus les sentiments agréables sont vifs, plus on est heureux.
Il est donc à désirer d'être susceptible de passion, et je le répète encore, n'en a pas qui veut. C'est à nous à les faire servir à notre bonheur, et cela dépend souvent de nous. Quiconque a su si bien économiser son état et les circonstances où la fortune l'a placé, qu'il soit parvenu à mettre son esprit et son cœur dans une assiette tranquille, qu'il soit susceptible de tous les sentiments, de toutes les sensations agréables que cet état peut comporter, est assurément un excellent philosophe et doit bien remercier la nature. Exempt de préjugés. Et il ne tient qu'à nous de nous en défaire. Nous avons tous la portion d'esprit nécessaire pour examiner les choses qu'on veut nous obliger de croire. Pour savoir, par exemple, si 2 et 2 font 4 ou 5. Et d'ailleurs, dans ce siècle, on ne manque pas de secours pour s'instruire. Je sais qu'il y a d'autres préjugés que ceux de la religion, et je crois qu'ils sont très bons à secouer, quoiqu'il n'y en ait aucun qui influe autant sur notre bonheur et notre malheur que celui de la religion. Qui dit préjugé, dit une opinion qu'on a reçue sans examen, parce qu'elle ne se soutiendrait pas. L'erreur ne peut jamais être un bien, et elle est sûrement un grand mal dans les choses d'où dépend la conduite de la vie. Aurait-on un moment de plaisir à la comédie si on ne se prêtait à l'illusion qui vous fait voir des personnages que vous savez morts depuis longtemps et qui les fait parler en vers alexandrins? Mais quel plaisir aurait-on à un autre spectacle où tout est illusion si on ne savait pas s'y prêter? Assurément, il y aurait bien à perdre. Et ceux qui n'ont à l'opéra que le plaisir de la musique et des danses, y ont un plaisir bien décharné et bien au-dessous de celui que donne l'ensemble de ce spectacle enchanteur. J'ai cité les spectacles, parce que l'illusion y est plus aisée à sentir. Elle se mêle à tous les plaisirs de notre vie, et elle en est la vertu. On dira peut-être qu'elle ne dépend pas de nous, et cela n'est que trop vrai, jusqu'à un certain point. On ne peut se donner des illusions, de même qu'on ne peut se donner des goûts ni des passions. Mais on peut conserver les illusions qu'on a. On peut ne pas chercher à les détruire. On peut ne pas aller derrière les coulisses, voir les roues qui font les vols et les autres machines. Voilà tout l'art qu'on y peut mettre. Et cet art n'est ni inutile ni infructueux. Voici les grandes machines du bonheur, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il y a encore bien des adresses de détails qui peuvent contribuer à notre bonheur. La première de toutes est d'être bien décidé à ce qu'on veut être et à ce qu'on veut faire. Et c'est ce qui manque à presque tous les hommes. C'est pourtant la condition sans laquelle il n'y a point de bonheur. Sans elle, on nage perpétuellement dans une mer d'incertitude. On détruit le matin ce qu'on a fait le soir. On passe la vie à faire des sottises, à les réparer, à s'en repentir. Ce sentiment de repentir est un des plus pénibles et des plus désagréables que notre âme puisse éprouver. Un des grands secrets est de savoir s'en garantir. Comme rien ne se ressemble dans la vie, il est presque toujours inutile de voir ses fautes. Du moins l'est-il de s'arrêter longtemps à les considérer et de se les reprocher. C'est nous couvrir de confusion à nos propres yeux, sans aucun profit. Il faut partir d'où l'on est. Employer toute la sagacité de son esprit à réparer et à trouver les moyens de réparer. Mais il ne faut point regarder au talon, et il faut toujours écarter de son esprit le souvenir de ses fautes. Quand on en a tiré dans une première vue le fruit qu'on en peut attendre, écarter les idées tristes et leur en substituer d'agréables, c'est encore un des grands ressorts du bonheur. Les hommes ont une infinité de ressources pour être heureux, qui manquent entièrement aux femmes. Ils ont bien d'autres moyens d'arriver à la gloire, et il est sûr que l'ambition de rendre ses talents utiles à son pays et de servir ses concitoyens, soit par son habileté dans l'art de la guerre ou
par ses talents pour le gouvernement ou les négociations, est fort au-dessus de celle qu'on peut se proposer par l'étude. Mais les femmes sont exclues, par leur état, de toute espèce de devoir. Et quand, par hasard, il s'en trouve quelqu'une qui est née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l'étude pour la consoler de toutes les exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par état. L'amour de la gloire, qui est la source de tant de plaisir et de tant d'efforts en tout genre, qui contribuent au bonheur, à l'instruction et à la perfection de la société, est entièrement fondé sur l'illusion. Rien n'est si aisé que de faire disparaître le fantôme après lequel courent toutes les âmes élevées, mais qu'il y aurait à perdre pour elles et pour les autres. Je sais qu'il y a quelques réalités dans l'amour de la gloire dont on peut jouir de son vivant, mais il n'y a guère de héros, en quelque genre que ce soit, qui voulut se détacher entièrement des applaudissements de la postérité, dont on attend même plus de justice que de ses contemporains. Nous sommes heureux dans le moment présent, non seulement par nos jouissances actuelles, mais par nos espérances, par nos réminiscences. Le présent s'enrichit du passé et de l'avenir. Qui travaillerait pour ses enfants, pour la grandeur de sa maison, si on ne jouissait pas de l'avenir? Nous avons beau faire, l'amour-propre est toujours le mobile plus ou moins caché de nos actions. C'est le vent qui enfle les voiles sans lequel le vaisseau n'irait point. J'ai dit que l'amour de l'étude était la passion la plus nécessaire à notre bonheur. C'est une ressource sûre contre les malheurs. C'est une source de plaisir inépuisable. Et Cicéron a bien raison de dire « Les plaisirs des sens et ceux du cœur sont sans doute au-dessus de ceux de l'étude. Il n'est pas nécessaire d'étudier pour être heureux, mais il l'est peut-être de se sentir en soi cette ressource et cet appui. » On peut aimer l'étude et passer des années entières, peut-être sa vie, sans étudier. Et heureux qu'il la passe ainsi, car ce ne peut être qu'à des plaisirs plus vifs qu'il sacrifie un plaisir qu'il est toujours sûr de trouver et qu'il rendra assez vif pour le dédommager de la perte des autres. Sa grande passion est donc Newton, et elle va traduire les principes de Newton du latin en français, tout en refaisant les expériences que Newton a fait pour voir si c'est bien juste. Donc elle se lance à corps perdu dans cette aventure. Elle trouve chemin faisant un nouvel amour, un jeune chevalier qui la courtise. Elle s'en éprend follement et tombe enceinte. Elle a plus de 40 ans. Mais bon, elle laisse un peu cet amoureux de côté parce qu'elle sent que cette nouvelle grossesse va la tuer. Elle se lance éperdument dans ce travail et elle arrive à terme, et Voltaire, qui est toujours présent, écrit « Elle était à son secrétaire à 2 heures après minuit, selon sa louable coutume. Elle dit, griffonnant du Newton, « Je sens quelque chose. » Ce quelque chose était une petite fille qui vint au monde. Le plus aisément qu'un problème. On l'a reçue dans une serviette et on fait coucher la mère. Émilie n'a que le temps de boucler son manuscrit et de le faire envoyer à la bibliothèque du roi avant de rendre l'âme quelques jours plus tard. Alors pourquoi cette femme qui était brillante a-t-elle été oubliée? On l'a redécouverte il y a une vingtaine d'années parce que dans un grenier, dans l'Aube, dans une maison, on a trouvé une malle
avec toutes des liasses de papier, des manuscrits. Et c'est pour ça qu'on a pu dire que c'est elle qui était vraiment la mathématicienne et pas Voltaire, parce que tout était annoté de sa main. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que, franchement, c'était une femme exceptionnelle, hors du commun. On ne la connaît que comme femme de Voltaire, et pas du tout comme mathématicienne. Donc, et puis, il y a autre chose. Elle n'était pas un modèle pour la société, elle n'était pas un modèle de vertu. Elle était trop intelligente, elle était trop libre. Et donc, les femmes du XVIIIe, c'était pas ça. Leur rôle, c'était d'être mères de famille, de s'occuper de leurs enfants, de leur ménage, mais elle n'était rien de tout ça. Le 15 mars, jour des élections, à 18h30, après la fermeture du bureau, de 18h30 à 21h30, chacun peut venir avec les poèmes qu'il aime, pour les lire lui-même, ou me les confier pour que je les dise. C'est la deuxième fois qu'on fait cet événement. Et cette année, le Printemps des Poètes est sous l'égide du courage. Et il faut du courage pour aimer la poésie, pour la faire vivre et la dire. Voilà, c'était la pub.